Cette femme que vous voyez là, toute souriante, c'est Samantha Josephson, une étudiante. Alors qu'elle passe une agréable soirée avec des amis dans un bar, comme beaucoup d'entre vous, au moment de rentrer à la maison, n'étant pas véhiculée, elle a le réflexe d'ouvrir l'application Uber sur son téléphone pour réserver un véhicule avec chauffeur pour rentrer chez elle. La dernière fois qu'elle est vue, c'est sur ces images de vidéosurveillance où on la voit monter à bord d'une voiture. Après ça, Samantha s'évanouit littéralement dans la nature. Bonjour à tous, ici Morgiane. Accrochez-vous bien car nous allons ensemble mener l'enquête sur la disparition inquiétante de Samantha Josephson, une étudiante appréciée de tous qui disparaît mystérieusement après avoir utilisé l'application Uber. Samantha alias Sammy. Samantha Josephson, surnommée Sammy, née le 13 août 1997 et vit à Robbinsville dans le New Jersey où elle grandit auprès de ses parents Marcy et Seymour Josephson et sa grande sœur Sydney. Déjà très jeune, Sammy est dynamique. Elle est décrite comme une fillette assez turbulente, une enfant qui aime s'amuser et faire des bêtises dès qu'elle en a l'occasion. Débordante d'énergie, elle est aussi une enfant drôle, sensible et très proche de sa grande sœur. En grandissant, elle se passionne dans un premier temps pour le maquillage et à l'adolescence, elle est quasiment sûre de ce qu'elle veut déjà faire plus tard, make-up artiste. Finalement, arrivée à l'âge adulte, elle change d'avis et décide de devenir avocate pour défendre l'intérêt d'autrui, une cause qui lui tient à cœur. Et oui, il n'est pas rare quand on est jeune de changer constamment d'avis quant à son avenir professionnel. Moi, quand j'étais petite, je voulais être astronaute, puis dessinatrice. Ensuite, j'ai changé d'avis, je voulais être archéologue et finalement, je ne suis rien de tout ça. Donc Sammy a un projet professionnel ambitieux, celui d'être avocate et s'inscrit par conséquent à l'USC, l'Université de Caroline du Sud, la South Carolina Law School, dans la ville de Columbia, à 1053 km de sa ville natale. Dans cette université, Sammy s'y plaît bien. C'est l'ambiance typique des campus américains qu'on peut voir dans les films. Un petit écosystème à part où il y a plein d'étudiants, de grands espaces verts où on peut se poser pour réviser quand il fait beau, des groupes d'étudiants pour à peu près tout, des sororités, des fraternités, etc. Sammy s'y sent bien, elle est sociable et se fait rapidement plein d'amis et elle intègre la sororité Alpha Gamma Delta. Elle participe à des voyages étudiants en France et en Espagne. Elle fait aussi la connaissance de Greg, originaire de Charleston en Caroline du Sud, avec qui elle se met rapidement en couple. Elle étudie pendant 3 ans en vue d'obtenir un diplôme de droit et en sciences politiques, mais elle prévoit de poursuivre ses études supérieures pour avoir le statut d'avocate. Elle candidate donc dans d'autres universités et apprend que pour l'an prochain, elle est admise avec une bourse complète à l'université de Drexel, la School of Law Drexel University, à Philadelphie, en Pennsylvanie, pour se spécialiser en droit international. La sélection dans les universités américaines est rude. Sammy a travaillé dur pour y être admise et elle a hâte de faire sa prochaine rentrée là-bas. C'est donc le sourire jusqu'aux oreilles qu'elle se rend quelques jours à l'université de Drexel avec ses parents et sa sœur à l'occasion des portes ouvertes. La famille Josephson est au complet, ce qui n'est pas arrivé depuis les dernières fêtes. Ils sont là tous ensemble pour passer quelques jours inoubliables, mais ils sont loin de s'imaginer que c'est la toute dernière fois que la famille est au complet. Le séjour à l'université de Drexel en Pennsylvanie se termine, Sammy revient en Caroline du Sud puisque même si elle a fait déjà 3 années d'études, la 3e année n'est pas encore finie. Elle doit étudier encore quelques semaines avant la remise de diplôme. On est en fin d'année. Les étudiants ont tendance à sortir un peu plus pour profiter tous ensemble des derniers moments en groupe avant de se perdre de vue pendant les vacances d'été.
Beaucoup d'entre eux se retrouvent donc au Five Points, un quartier en ville qui est très animé, situé à proximité de l'université. Et c'est à cet endroit que les événements vont prendre une tournure dramatique pour Sammy. Sammy a disparu. Le soir du jeudi 28 mars 2019, Sammy est embêtée parce qu'elle doit prendre un Uber pour sortir avec des amis, mais sa carte bancaire ne fonctionne pas sur l'application, ça bug, et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Elle appelle alors son père, Seymour, pour savoir s'il l'autorise exceptionnellement à utiliser sa carte à lui. Le paternel n'y voit pas d'inconvénient, il accepte de bon cœur. Sammy et ses amis se rendent à un bar du quartier de Five Points, le Bird Dog. La soirée se déroule tranquillement. Vers 2 heures du matin, Sammy est fatiguée, elle souhaite rentrer chez elle. Ses colocataires, qui sont aussi présents au bar, veulent encore profiter un peu de leur soirée. Ce n'est pas grave, elle réserve un Uber pour rentrer seule, elle a l'habitude, ça ne la dérange pas plus que ça. Ses amis la voient pianoter sur son téléphone, sur l'application, ils la saluent, elle sort du bar et elle patiente en attendant la voiture. Le lendemain, le 29 mars 2019, à 13 heures, Greg, le copain de Sammy, appelle Marcy, la maman, pour la prévenir que sa fille est introuvable. Ses colocataires ignorent où elle est et sont extrêmement inquiets. Elle ne serait pas rentrée de sa soirée de la veille. Tous ses amis sont mobilisés pour la rechercher et ont même signalé sa disparition à la police de Columbia. Marcy et Seymour, rappelez-vous, habitent au New Jersey, à plus de 1000 km de là où leur fille a disparu. À distance, ils se sentent totalement impuissants face à cette situation, alors sans perdre une seconde, ils prennent la route direction le campus universitaire de l'USC. Le trajet dure une dizaine d'heures, pendant lesquelles le stress et la pression ne font que monter de plus en plus. La police de Columbia les contacte pendant leur trajet et les agents qu'ils ont au bout du fil sont insistants. Quand ils arriveront à Columbia, ils doivent impérativement passer au poste de police avant d'aller où que ce soit ailleurs. Ils insistent tellement que les parents ont un mauvais pressentiment. L'inquiétude est à son maximum. Entre-temps, les amis de Sammy continuent de leur côté les recherches et publient des posts sur les réseaux sociaux pour signaler sa disparition. La police, de son côté, émet un avis de recherche pour disparition inquiétante. On recherche donc une jeune femme aux longs cheveux bruns, yeux marrons, 65 kg. Elle a un haut orange, un legging noir, des chaussures beige à talons compensés et un sac noir porté en bandoulière. Il faut savoir que Sammy, ses amis proches et Greg, son copain, partagent entre eux une appli de géolocalisation pour pouvoir toujours se localiser les uns les autres en cas de problème. Donc Greg utilise cette application pour savoir où se trouve Sammy. L'appli la localise dans le quartier de Rosewood, pas loin du quartier de Five Points, où elle a passé la soirée. Puis, son téléphone s'éteint et n'émet plus de signal. Les enquêteurs commencent logiquement par la piste la plus évidente. D'après les témoins, elle a réservé un Uber. Alors aurait-elle pu être enlevée par le chauffeur ? Après vérification, il s'avère qu'en réalité, Sammy n'est jamais montée dans le Uber qu'elle a réservé. Elle a bien utilisé l'application pour réserver un véhicule, mais la course a été annulée tout simplement parce qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous. Le chauffeur, lui, était bien devant le Bird Dog. Il l'a attendu un certain temps, mais ne la voyant pas arriver, il est reparti. La course a été annulée, c'est bien confirmé par les données de l'application. Mais alors, où Sammy a-t-elle bien pu aller seule à 2 heures du matin ? Le 30 mars 2019, après de bonnes heures de route, à conduire la boule au ventre, les parents de Sammy arrivent enfin au commissariat. Ils sont accueillis par des policiers au visage grave et un médecin légiste, de quoi renforcer leur inquiétude. Effectivement, ce qu'ils ne savent pas, c'est que la veille, les policiers de Columbia ont appris qu'un corps de femme a été retrouvé dans le comté de Clarendon par 2 hommes qui faisaient de la chasse aux dindons dans un champ dans la ville de New Zion. Le corps est très abîmé, cette femme est visiblement morte d'une mort extrêmement violente. En raison de l'avis de recherche émis quelques heures plus tôt par la police de Columbia, les agents du comté de Clarendon sont quasiment sûrs d'avoir identifié Sammy grâce à sa description physique et aux vêtements qu'elle portait le soir de sa disparition.
Devant cette terrible nouvelle, évidemment les parents sont effondrés. À l'université, quand on apprend la nouvelle, c'est la panique qui gagne les étudiants. Peut-être qu'un tueur rôde parmi eux à la recherche de ses prochaines victimes. Parallèlement à la peur, c'est aussi de la tristesse qui se répand au sein de la communauté estudiantine. Des veillées sont organisées en hommage à Samy et en soutien à ses proches endeuillés. Les enquêteurs, maintenant, enquêtent pour une affaire de meurtre et ils poursuivent les investigations. Ils récupèrent les images de vidéosurveillance du Bird Dog. Comme vous le voyez à l'écran, sur les images, on voit Samy devant le bar au téléphone. Elle attend quelqu'un en faisant les 100 pas et puis on a une Chevrolet Impala noire qui s'arrête devant elle. Elle monte à l'intérieur. La voiture n'est visiblement pas un Uber, mais il faut impérativement retrouver sa trace. La tâche va s'avérer difficile puisque la plaque d'immatriculation est illisible à l'écran. Sans grand espoir, la police émet quand même un avis de recherche pour retrouver ce véhicule. Et par chance, ça paye puisque une Chevrolet Impala noire est retrouvée de façon fortuite dans un quartier du Five Points. Les policiers n'ont pas vraiment de preuves, mais comptent bien jeter un coup d'œil au véhicule, histoire d'être sûrs que ce n'est pas le véhicule recherché. La Chevrolet est interceptée. Pendant l'interpellation du conducteur, ce dernier prend la fuite, il bouscule l'agent et prend ses jambes à son cou, signe qu'il a sûrement quelque chose à cacher. Je vous laisse regarder la scène qui a été filmée par la caméra embarquée du policier. Heureusement, quelques minutes plus tard, des policiers le rattrapent et le mettent en garde à vue. Au cours de la perquisition du véhicule, les enquêteurs de la police scientifique remarquent plusieurs éléments hautement suspects. Du sang sur la banquette arrière et sur le siège passager, de l'eau de javel et des lingettes désinfectantes, des sachets de substances illicites ainsi qu'un iPhone blanc caché sur le côté du siège passager et il ressemble comme deux gouttes d'eau au téléphone de Samy. Les enquêteurs notent aussi que la sécurité enfant est activée à l'arrière. L'ADN sur le sang retrouvé est analysé et ce sang correspond à celui de Samy. Le suspect est un certain Nathaniel David Rowland, 24 ans, et clairement, il ne compte pas coopérer. Quand on lui demande en garde à vue ce qu'il a fait le soir de la disparition de Samy, il explique déjà ne pas la connaître. Il était dans un immeuble près du campus, le Stadium Suites, une résidence pour étudiants où il a fait la fête toute la nuit. Il a bu jusqu'à finir ivre-mort et le lendemain, au petit matin, quand il s'est réveillé, il a remarqué que les clés de sa voiture avaient disparu. Il est donc sorti de l'immeuble pour chercher sa voiture sur le parking, mais elle n'était plus là. Finalement, il aurait retrouvé sa voiture sur le parking, mais garée à un autre endroit, les portières déverrouillées et les clés jetées là, et il y avait du sang partout. Il se déclare innocent, et à part ça, il n'a pas plus d'explications à donner et se mure dans le silence. Les investigateurs ne sont pas dupes, ils savent qu'il n'est pas étranger à la mort de Samy, mais il leur faut beaucoup plus de preuves pour l'inculper et être sûr qu'il soit condamné. Et des preuves, croyez-moi, ils vont en trouver à la pelle. D'abord, on a la géolocalisation des téléphones de Samy et Nathaniel qui montre qu'ils ont tous les deux suivi exactement le même trajet vers Rosewood la nuit de la disparition. Puis, sur le chemin, le téléphone de Samy s'éteint et n'est plus géolocalisable. Cependant, celui de Nathaniel continue d'émettre un signal de Columbia vers Clarendon County, là où a été retrouvé le corps de la jeune femme. L'analyse du téléphone de Samy démontre aussi qu'il a brièvement été allumé
le lendemain de sa disparition, dans une boutique de revente de téléphones d'occasion. La police se rend donc dans cette boutique de téléphone pour visionner les images de vidéosurveillance où on voit Nathaniel qui arrive à la boutique à bord de sa Chevrolet Impala, qui entre dans le magasin, téléphone de Samy à la main, il parle avec le vendeur et essaie de négocier pour le revendre. Ensuite, on a aussi le rapport d'autopsie qui donne des informations cruciales. Samy aurait subi plus d'une centaine de coups de couteau à double lame ayant occasionné des blessures et des lacérations à la tête, au cou, aux extrémités et au torse. Elle aurait été tuée dans la voiture de Nathaniel. Les coups de couteau lui auraient traversé la boîte crânienne jusqu'à son cerveau, auraient transpercé sa main droite de part en part et auraient sectionné son artère carotide. Selon le médecin, elle serait morte entre 10 et 20 minutes après l'attaque d'une hémorragie provoquée par toutes ces blessures infligées avec une barbarie extrême. L'arme du crime, elle, est très spécifique puisque selon le médecin légiste, il s'agirait d'un couteau à double lame. Et vous allez le voir, les enquêteurs vont le retrouver, cette fois encore sur un coup de chance, je vous explique. Dans la Chevrolet, les enquêteurs trouvent un tas de papiers et de détritus, dont un avis d'expulsion au nom d'une certaine Maria qui habiterait dans le quartier de Mountain Brook à Columbia. Le 3 avril 2019, les enquêteurs vont donc voir cette Maria pour essayer d'en apprendre plus sur son lien avec Nathaniel. Maria est interrogée et raconte tout en détail aux enquêteurs. Elle explique être en couple avec Nathaniel de façon plus ou moins intermittente et que le matin du 29 mars, il était prévu que l'homme passe la chercher pour la déposer au travail. Mais ce jour-là, il arrive très en retard. Quand elle monte dans la voiture, elle remarque que c'est le bazar et qu'il y a un grand drap blanc posé sur la banquette arrière. Elle croit apercevoir du sang en dessous du drap. Le même jour, dans l'après-midi, Nathaniel revient chez Maria et entreprend de nettoyer longuement sa voiture. Maria sent une forte odeur d'eau de javel. Elle le voit aussi jeter plein de déchets dans sa poubelle. Par chance, le camion poubelle n'est pas encore passé chez Maria. Les policiers vont donc pouvoir fouiller les poubelles à la recherche d'indices. Et croyez-moi, ils seront bien servis puisqu'ils découvriront des serviettes ensanglantées, des cheveux, un couteau à double lame, qui sera par la suite identifié comme étant l'arme du crime. Cette fois, nous avons assez de preuves contre le suspect et Nathaniel Rolland est officiellement inculpé pour l'enlèvement et le meurtre avec préméditation de Samantha Josephson. Maintenant qu'on tient notre coupable, vous devez vous dire qu'il reste une dernière question à laquelle on n'a pas répondu. Pourquoi Samy est entrée dans la voiture de Nathaniel ? Quand on la voit sur l'enregistrement, il faut dire qu'elle rentre dedans de son plein gré, avec assurance. Elle n'a pas l'air de se sentir menacée. Et selon les policiers, en fait, elle serait montée par erreur dans cette voiture en la prenant pour son Uber. Nathaniel, qui aurait vu une belle inconnue débarquer dans sa voiture, y aurait vu une opportunité de lui faire du mal. Plutôt que de se dire, comme une personne normalement constituée, que Samy a fait une erreur et qu'il faut la laisser partir, il en a profité pour l'enlever et la tuer tel un vrai prédateur. La pauvre Samy aurait essayé d'ouvrir la portière, mais rappelez-vous, la sécurité enfant était enclenchée, donc elle n'a pas pu s'enfuir. Mais qu'est-ce qui peut pousser un homme à saisir ce genre d'opportunité à des fins criminelles ? En fait, Nathaniel n'était pas à son coup d'essai. Par le passé, il avait trempé dans une affaire louche où une femme qui se promenait dans la rue s'est faite soudainement enlever par deux individus en voiture qui l'ont brutalisée, torturée et l'ont obligée à aller au distributeur automatique pour lui voler de l'argent. Quelle était la probabilité pour que Samy confonde son Uber avec la voiture d'un homme extrêmement dangereux ? À mon avis, ça doit être une probabilité sûrement très faible. Mais tristement, c'est tombé sur elle. Elle était tout simplement là, au mauvais endroit, au mauvais moment, ce qui rend cette histoire d'autant plus tragique. Le procès. Le procès prend un peu de temps à s'organiser puisqu'il tombe durant la période incertaine du Covid qu'on a tous connue et qu'on aimerait tous oublier. Sans surprise, puisqu'il n'a jamais fait d'aveu, Nathaniel Rolland plaide non coupable et crie à l'erreur judiciaire.
Mais grâce au travail méticuleux des enquêteurs, les preuves contre lui sont très nombreuses et irréfutables. De sorte que le 27 juillet 2021, après seulement une petite heure de délibération, le jury populaire le déclare coupable des 3 chefs d'accusation contre lui: enlèvement, meurtre au premier degré et possession d'une arme pendant un crime violent. Le juge, Clifton Newman, le condamne à la prison à vie. Nathaniel Rowland fait appel de la décision du tribunal, mais sa peine est confirmée en août 2024 par la Cour d'appel de Caroline du Sud. Bonne nouvelle, il va croupir en prison jusqu'à la fin de ses jours. Depuis l'affaire tragique de Samantha Josephson, cette étudiante assassinée après être montée par erreur dans une voiture qu'elle croyait être un Uber, la plateforme a mis en place plusieurs mesures de sécurité renforcées pour protéger les passagers. Désormais, la plaque d'immatriculation, le nom et la photo du conducteur sont visibles sur l'appli avant la course. L'utilisateur peut aussi activer la fonctionnalité Check Your Ride pour partager son trajet avec des proches qui peuvent suivre la course en direct via une carte. Un bouton d'appel d'urgence a été directement intégré à l'application avec transmission instantanée des informations de géolocalisation et le signalement du véhicule en cas de problème. Uber continue aussi à diffuser régulièrement des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux et sur l'application pour inciter les passagers à faire les vérifications de base pour assurer leur sécurité. Toutes ces mesures dont je vous ai parlé sont même devenues obligatoires depuis la création de la Sammy's Law, ou loi de Sammy, baptisée ainsi en l'honneur de Samantha Josephson, adoptée au niveau fédéral en janvier 2023. Cette loi a donc pour but de renforcer la sécurité des passagers en imposant plusieurs obligations aux plateformes de VTC. La sécurité des passagers n'est plus une option, c'est une obligation. Les Josephson ont créé une fondation nommée What's My Name Foundation pour sensibiliser à la sécurité des transports en organisant des partenariats avec les écoles, les lycées et les universités pour parler de l'histoire tragique de Sammy et former les jeunes aux mesures de sécurité essentielles en matière de mobilité. La fondation est également très active sur les réseaux sociaux en diffusant des messages de prévention avec le hashtag What's My Name. Voilà, c'en est fini pour l'histoire du jour. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Merci d'être fidèle au rendez-vous chaque semaine. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air si vous aimez mon travail et que vous voulez m'aider à faire connaître et grandir la chaîne. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude déjà d'utiliser des applications de VTC et si vous avez déjà vécu de mauvaises expériences ou des moments où vous vous êtes senti en danger en prenant ce genre de transport. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes et attention à bien respecter les règles de sécurité. À bientôt.